Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cœur de Mission. Bouclez vos ceintures, nous partons en direction du Brésil, où nous attendent Virginie, Guillaume et leurs 2 enfants. Au cœur de la violence de la favela, ils ont découvert la puissance du pardon. Laissez-vous guider par leur récit, aux couleurs inoubliables de la favela. Virginie et Guillaume, le micro est à vous. Bom dia, Boa tarde. boa noite. Je ne sais pas à quelle heure vous nous écoutez, mais on vous dit bonjour en portugais de 3 manières différentes. Donc bonjour pour le matin, bon après-midi pour le début d'après-midi et bonsoir pour le début de soirée. Nous sommes Virginie et Guillaume Celati. Nous sommes partis en mission avec Fidesco à Salvador de Bahia au Brésil entre 2012 et 2014. Nous sommes partis avec Sixtine et Aubin, nos 2 premiers enfants, qui avaient respectivement 2 ans et demi et 9 mois à l'époque. Notre mission sur place, on était responsable d'un centre de formation pour les femmes de la favela qui n'avait pas de nom au départ et qu'on a dénommé Procapais au cours de notre mission. Alors, Procapais, ça veut dire plein de choses. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Parce que ça peut vouloir dire projet de capacitação, projeto de capacitação. Ça veut dire un projet qui a pour mission, en fait, de rendre capables les gens. Donc, projet professionnalisant, en fait. Et ça peut aussi vouloir dire procurar a paz. Ça veut dire rechercher la paix, qui est une traduction d'un texte de l'Évangile. Voilà. Donc, on avait fait tout un petit travail de brainstorming avec notre prêtre partenaire et voilà. Et on a choisi tous ensemble Procapais, qui a été choisi vraiment comme une évidence à l'issue de ce petit exercice. Donc, dans ce centre de formation, on proposait des petites formations professionnalisantes pour les femmes qui n'avaient pas de travail ou qui étaient en recherche d'un petit diplôme pour pouvoir travailler. Pendant cette mission, nous habitions au cœur de la favela dans laquelle nous avions été envoyés, donc qui se trouvait, comme on l'a dit, à Salvador de Bahia, dans un quartier qui s'appelle Uruguay. Et la favela porte le nom des Alagados. Alors c'était rigolo parce qu'on habitait au Brésil, dans une ville qui s'appelle Salvador et dans un quartier qui s'appelait Uruguay. Donc les gens en France, ils savaient plus très bien où on était parti en mission. Donc, nous avons décidé de partir avec Fidesco, alors que ça faisait à peu près 10 ans que nous avions déjà pour projet de partir en mission humanitaire. Mais nous avons aussi fait tous les 2 des écoles de commerce. Et qui dit école de commerce dit à la sortie de l'école, on a finalement trouvé assez facilement du travail, des bons travails, et avec des bonnes rémunérations. Et donc on s'était installé à Paris et on avait des bonnes vies, quoi. Donc Guillaume revenait quand même régulièrement sur le sujet. Mais je vais être tout à fait honnête, pour moi, oui, c'est vrai que j'avais ce petit projet-là dans la tête, mais bon, il était enfoui, je pense, très, très loin au fond de mon cœur. Et puis, voilà, il y a eu plusieurs personnes. Alors, moi, j'ai eu l'opportunité en 2003 de partir pendant 3 mois au Liban en mission humanitaire. J'ai rejoint mon cousin qui était en mission humanitaire et j'avoue que j'ai bien aimé. Donc, c'était déjà un premier petite chose qui m'a redonné envie qui m'a donné envie d'y retourner. Et puis ensuite, en 2005 ou 2006, j'ai été au baptême d'un couple donc qui baptisait leur 2e ou leur 3e enfant et qui, en fait, allait partir en mission Fidesco. Ils partaient en mission Fidesco à Madagascar. Et donc, ils nous ont donné vachement moi, en tout cas, ils m'ont donné vachement de détails sur pourquoi ils avaient eu envie de partir. Et ça m'a vraiment donné envie, redonné encore plus envie. Donc nous, on avait déjà Sixtine à cette époque-là. Et là, j'ai dit à Guillaume, écoute, faut vraiment qu'on commence à y songer très, très sérieusement. Donc, on s'est dit, allez, on passe le pas, on va toquer à la porte de Fidesco et on va voir ce que ça va donner. Moi, je crois que c'est vraiment un besoin pour moi de toujours trouver du sens dans tout ce que je peux faire, donc dans le travail. Et j'arrivais pas, en fait, dans mon travail, qui était très prenant, j'arrivais pas, en fait, à dégager de temps à côté du travail pour m'impliquer, voilà, au sein de la paroisse ou au sein d'associations. Et donc, l'idée, ce que j'espérais, c'était de pouvoir allier les 2 à un moment donné. Et ce qui a plutôt pas mal réussi, voilà.
Donc nous, vraiment, ce qui a été le déclencheur, c'est lorsqu'on a appris que Virginie était enceinte de notre deuxième enfant, puisqu'on espérait avoir 2 premiers enfants pas trop éloignés l'un de l'autre. Donc dès qu'on a appris que Virginie était enceinte de notre deuxième enfant, voilà, je crois que c'est vraiment ce qui a été le déclencheur. Et en amont de ça, je pense qu'il y avait aussi un désir de vraiment pouvoir apporter quelque chose. Donc pour nous, c'était important, avant de partir en mission, d'avoir une première expérience quand même assez importante dans le cadre du travail pour apporter peut-être concrètement quelque chose sur place. Voilà. La mission, elle est au quotidien. Je ne sais pas si on en avait vraiment conscience avant de partir avec Fidesco. On allait à la messe tous les dimanches. Mais c'est vrai qu'on était de ces catholiques qui vont à la messe tous les dimanches, mais qui étaient un peu réfractaires à s'impliquer dans sa paroisse. Et le fait de partir en mission avec Fidesco, je pense que, en fait, pour nous, le fait de tout lâcher en France pour partir à l'étranger nous a permis, en revenant, de lâcher nos a priori sur la mission en France, entre guillemets, ou en tout cas, oui, c'est être impliqué au sein de sa paroisse, c'est déjà une mission. Et oui, en fait, c'est important de le faire parce que voilà, on peut être missionnaire autre part qu'à l'étranger. Je pense qu'on en avait un petit peu conscience, mais on avait peut-être ce besoin de se donner complètement à l'étranger avant de pouvoir se donner librement dans notre propre pays. Il n'y a pas, pour moi, une définition exacte de la mission. C'est qu'est-ce que moi je suis capable de mettre au service de l'Église, et la mission, en fait, après, voilà, quand je suis capable de me mettre au service d'eux, elle va découler toute seule. Voilà, la mission, c'est le service. Alors pour moi, partir en famille, c'était important parce que je voulais permettre à nos enfants de vivre aussi cette expérience riche en famille. Donc pour moi, c'était vraiment un souhait. Et je pense, alors ils sont encore jeunes, donc on n'a pas tous les fruits, on va dire, mais je pense que ça a dû contribuer à leur ouvrir quand même l'esprit à d'autres réalités. On voit notre aîné Sixtine et Aubin, d'ailleurs, tous les deux sont quand même très curieux au quotidien. Je pense que ça aide aussi à casser les a priori qu'on peut avoir sur d'autres cultures, sur d'autres façons de penser. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on essaie quand même d'entretenir au quotidien. Pour moi, vraiment partir en famille, ça apporte une dimension en plus, clairement au sein de la famille et dans le cadre de la transmission qu'on peut apporter à nos enfants. Nos enfants étaient petits quand ils sont partis en mission. Et en fait, eux, ils sont hyper adaptables. Les enfants sont hyper adaptables. Donc, ils se sont super bien adaptés à la mission. Finalement, ceux qui ont le plus de mal à s'adapter, c'était plus nous que eux. Alors, partir en mission en famille, ça veut aussi dire qu'on témoigne en tant que famille au sein de cultures où, notamment, l'homme et la femme ont des rôles qui peuvent être quand même très différents de ceux qu'on a en France. Et au Brésil en particulier, voilà, l'enfant est quand même un peu roi. Donc nous, on a pas mal d'anecdotes assez amusantes, en effet, par rapport aux enfants. Typiquement, alors j'espère que je ne vais choquer personne, mais lorsque, une fois par mois à peu près, j'allais retirer l'argent qui correspondait à notre indemnité Fidesco, j'y allais avec un enfant dans la poussette, parce que j'étais persuadé que personne n'oserait m'attaquer alors que j'étais accompagné d'un enfant. Voilà. Je me sentais rassuré en fait d'aller retirer de l'argent, même si c'était pas des sommes mirobolantes. Mais je me sentais rassuré de retirer de l'argent avec mon enfant devant moi dans la poussette, parce que je sentais que ça me protégeait en fait, tout simplement. Aussi, quand on était dans le bus qui était bondé, les premières fois, ça fait bizarre, mais donc le bus, on monte dans le bus bondé, donc on prend nos enfants dans nos bras pour qu'ils puissent un peu respirer. Et là, en fait, on sent quelqu'un qui nous arrache notre enfant des bras. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, non, c'est pas les gens qui vous arrachent les enfants des bras. En fait, si, ils vous les arrachent, mais en fait, c'est gentiment pour les prendre. Eux qui ont une place assise, en fait, ils prennent les enfants sur leurs genoux. Et alors, ils font la même chose avec les sacs. Alors, c'est pareil, la première fois, c'est assez surprenant. Donc, on sent qu'on se fait arracher le sac. Et en fait, alors, même si ça peut arriver aussi qu'on se fasse arracher le sac pour se le faire voler, nous, ça ne nous est jamais arrivé. Les fois où on s'est fait arracher nos sacs, c'était parce que les gens, en fait, les prenaient sur leurs genoux. Et donc, c'est pareil avec les enfants. Ils prennent, en fait, les enfants sur leurs genoux pour justement que les enfants aient une bonne place. Alors, l'une des premières rencontres qui nous a certainement touchés, alors, l'une des premières et puis celle qui nous vient à l'esprit aujourd'hui,
C'est une personne qui s'appelle Zou, voilà, qu'on considère vraiment comme notre maman en mission, voilà. Et ce qui est assez étonnant, c'est que on l'a rencontrée très très vite, mais on était un petit peu distant au début parce que c'est une personne qui est très ouverte. On a l'impression quasiment qu'elle nous sautait dessus. C'est pas du tout dans nos référentiels en fait en France. Donc voilà, on était un petit peu méfiants au début. Et puis au bout de peut-être 2-3 jours, parce qu'en plus Zou travaillait avec nous au centre de formation, eh bien on a appris à la connaître et on a appris à l'accepter en fait telle qu'elle est et à réaliser qu'en fait c'était tout simplement une boule d'amour, qu'elle était débordante d'amour et qu'elle ne voulait vraiment que notre bien. Donc à partir du moment où on l'a acceptée telle qu'elle est, bon, il y a plus compliqué que d'accepter une boule d'amour. Eh bien on l'a vu complètement autrement et on n'avait plus aucune méfiance en elle, au contraire. Cette personne est quelqu'un qui nous a accompagnés pendant les 2 ans de mission et qui, vraiment et pour nous était, hyper importante, même dans les moments de blues parce qu'elle était toujours, hyper dynamique, toujours à remercier le Seigneur, moi, comme beaucoup de Brésiliens. Mais c'est vrai que pour nous, elle a été particulièrement, marquante et notre rencontre avec Zou, effectivement, aujourd'hui, est encore importante. Et on a, grâce aux moyens, technologiques, encore quelques relations avec elle, grâce à WhatsApp et au développement des smartphones. Avant de partir en mission, donc Fidesco propose aux futurs volontaires un parcours de formation, voilà, qui pour nous a été très important puisque la première rencontre a eu pour conséquence de vraiment remettre en question notre projet qu'on avait donc quand même depuis environ une dizaine d'années. À la fin de cette journée ou de rencontre, enfin de cette première rencontre avec Fidesco, effectivement nous demande de réfléchir et puis de répondre. Et vraiment, nous on est passé par des moments on a fait les montagnes russes après cette première rencontre avec Fidesco. C'était ouais, c'est super, non mais on a carrément, ça y est, c'est bon, là, on est bon, on a. Puis après, le lendemain, non mais c'est juste pas possible, on peut pas, etc. Donc on est vraiment passé par des états d'âme, ouais, vraiment, de l'état d'âme le plus exalté à l'état d'âme le plus au bas, trois pieds sous terre. Et on s'est dit, bon, on risque pas grand-chose à dire oui pour la deuxième étape. Donc, on a dit oui pour la deuxième étape et Fidesco nous a répondu aussi banco pour la deuxième étape. Et comme ça, d'étape en étape. Mais à chaque étape, on a quand même vécu ces montagnes russes. Hein. Ça nous a vraiment remué. La formation nous a beaucoup remué, nous a beaucoup questionné, nous a beaucoup apporté aussi. Hein, parce qu'en termes de discernement, c'était un très beau discernement qu'on a vécu chacun. Alors chacun différemment. Et puis en couple aussi. Et c'est quelque chose en fait, qui nous a beaucoup marqué et qui aujourd'hui, dans notre vie, nous apporte encore des choses. Et jusqu'au oui final. Oui, parce qu'à l'issue de la formation, donc on doit dire un 3e oui, si je dis pas de bêtises. Et là, pour le coup, ce oui était complètement libéré. Donc, toutes ces phases de discernement par lesquelles on est passé à travers la formation nous ont permis vraiment de déverrouiller chaque cadenas. Il y en avait un paquet. Et là, on était complètement serein dans notre décision. Plus rien n'aurait pu nous arrêter, hein, alors qu'on ne savait pas encore où on partirait. Pour nous, voilà, tous les freins étaient levés et on n'avait plus aucun doute dans le oui qu'on avait donné. Voilà. Moi, je me souviens avoir vraiment ressenti une grande liberté, comme a dit Guillaume. C'était effectivement un vrai oui libre. Voilà, on avait bien discerné, on avait bien réfléchi. Et c'est la première fois que je pense avoir dit un oui aussi libre. Alors, je suis absolument désolée, hein, Guillaume, parce que quand on se marie, on demande êtes-vous libre, etc. Donc, je t'ai répondu oui. Mais je pense que le oui que j'ai dit à Fidesco, c'était un vrai oui, une vraie liberté de oui. Et pourtant, on ne savait pas encore où on allait être envoyé en mission. Bon, heureusement, on avait quand même précisé à Fidesco qu'on voulait pas travailler ensemble, qu'on ne voulait pas partir en Amérique latine et précisément au Brésil parce que moi, ça me faisait très peur, et qu'on ne voulait pas partir dans une paroisse de la communauté de l'Emmanuel. Et donc, nous sommes finalement partis. Guillaume, je te laisse la parole.
Donc au Brésil, au sein d'une favela au Brésil, dans une paroisse de la communauté de l'Emmanuel, et on avait la chance d'être sur le même poste en fait, en binôme, donc c'était parfait, voilà. Tout ce qu'on avait demandé, quoi. Donc quand on a reçu notre mission, on était un peu surpris, certainement, mais on l'a très vite accepté en se disant que c'était certainement un moyen aussi de nous faire grandir. Et puis c'est ce qui s'est révélé vrai en fait. Hein. Alors, on avait été envoyé en mission donc pour travailler dans un centre de formation pour les femmes de la favela. En fait, dans la favela, les femmes sont ultra présentes, les hommes un peu moins parce qu'ils sont beaucoup au chômage. Ils sont soit, il y en a beaucoup qui sont en prison, il y en a beaucoup qui sont morts ou alors. Voilà, donc le peu d'hommes qui restent est effectivement souvent au chômage, alcooliques, à traîner dans la rue. Et c'est vraiment beaucoup les femmes qui tiennent la baraque, on va dire, au sens propre du terme. Et le seul truc, c'est qu'elles tombent souvent, elles sont mamans très jeunes, elles tombent enceintes très jeunes, vers 14-15 ans. Et donc, nous, on accueillait dans notre centre de formation des femmes d'une trentaine d'années, souvent entre 25 et 30 ans, qui souvent devenaient grand-mères et avaient charge de famille. Ça m'a beaucoup choquée, moi, une fois où j'étais donc en fin de mission, j'étais enceinte des jumeaux. Et là, j'ai une une femme qui est venue me voir. À côté, il y avait une autre mission Fidesco qui n'était pas la nôtre, qui s'appelle Sogno di Mai, qui, en français, c'est Rêve de maman, accueillait des jeunes femmes enceintes. Et donc, cette femme est venue me voir pour me demander des renseignements à la fois sur le centre de formation et à la fois sur Sogno di Mai. Et donc, au début, je comprenais pas, mais je lui dis, mais vous êtes pas enceinte? Elle me dit, non, je suis pas enceinte, mais ma fille de 16 ans est enceinte. Et moi, en fait, je suis une des premières femmes du quartier à avoir profité de Sogno di Mai quand j'étais enceinte de ma fille. Donc là, j'ai fait le calcul, je me suis dit, sa fille a 16 ans, elle venait de me dire qu'elle avait 32 ans. J'étais là, ah oui, d'accord. Donc, effectivement, vraiment. Et donc, elle voulait aussi avoir des renseignements sur le centre de formation parce que elle allait devenir grand-mère et qu'en fait, il allait falloir, elle allait avoir de plus en plus de bouches à nourrir et elle n'était pas vraiment formée. Elle avait arrêté les études, elle n'avait pas vraiment de travail fixe. Donc nous, notre travail, c'était de leur donner des formations diplômantes, mais très rapides, de 3 mois, en couture, cuisine, enfin couture ou cuisine ou j'ai le mot qui me vient en portugais, beleza, c'était esthétique. Merci Guillaume. Et pour qu'elle puisse en bas de chez elle ouvrir un petit salon ou un petit truc pour vendre à manger et puis subvenir à leurs besoins. Donc c'était vraiment très modeste, hein, on n'était pas dans la grande université, mais au moins c'était assez concret et ça leur permettait de travailler assez rapidement et de gagner de l'argent, pas beaucoup d'argent, mais d'au moins de subvenir à la famille, aux besoins de leur famille, pardon. Et donc ces femmes, souvent, surtout les jeunes filles, là, quand elles tombent enceintes, c'est souvent le résultat de la prostitution, en tout cas pour une bonne partie. Mais nous, on n'était pas là pour les juger, on n'était pas là pour se mêler de leurs affaires, on n'était pas là pour savoir où était le mari ou l'homme qui, dans la rue, avait essaimé 4 ou 5 ou 6 enfants pour 4 ou 5 femmes différentes. Et c'était ça qui était hyper important et que nous, on a beaucoup appris d'ailleurs au Brésil, c'était de ne pas juger de la vie des gens. On a aussi un petit peu appris, je pense, du message de Jésus qui lui-même a accueilli la prostituée, le voleur, l'aveugle, voilà, tous ces gens qui finalement sont clopants, mais qui sont là quand même et qui sont des êtres humains comme nous et ça nous a bien remis à notre place. La favela où nous avons vécu pendant 2 ans et donc répond bien à la définition d'une favela, mais complètement différente de l'image qu'on peut avoir d'une favela. Parce qu'on a tous en tête, j'imagine, une favela typique de Rio, donc ce sont des constructions construites sur des pans de collines assez verticaux. Et nous, la favela où nous avons vécu en mission est au contraire toute plate. Alors quand je dis que ça répond à la même définition, c'est que dans la définition même de favela, une favela, c'est un lieu qui a été envahi par des populations qui n'avaient pas les moyens ni d'acheter ni de louer un appartement ou une maison. Donc une favela, c'est toujours un lieu qui a été envahi à un endroit où personne n'avait imaginé auparavant pouvoir s'installer. Donc à Rio, c'est des pans de collines. À Salvador de Bahia, en tout cas dans la favela où nous étions, là, les personnes ont envahi la mer. C'est-à-dire qu'il y a une 50aine d'années à peu près, la favela est née à travers la construction de maisons sur pilotis. Et petit à petit, ces pilotis ont été remplacés par les
déchets de la ville, en fait. Voilà, toute la zone a été remblayée avec les déchets de la ville. Et petit à petit, la favela a gagné à peu près 2 kilomètres sur la mer. Donc, c'est fait que la favela est toute plate aujourd'hui. Les maisons sont construites en hauteur dans les favelas parce que les gens, en fait, n'ont pas beaucoup de place, donc ils se sont tous entassés les uns sur les autres. Donc les maisons sont souvent construites alors tout en longueur et tout en hauteur. Et donc en fait, la première génération a construit une première maison. Et puis ensuite, la deuxième génération a construit 1 ou 2 étages au-dessus. Donc, par exemple, imaginons que la famille a la famille ou en tout cas les personnes qui constituent la famille plus ou moins reconstituée. Donc souvent, on a les plus âgés au rez-de-chaussée et puis après, au fur et à mesure du temps, les de plus en plus jeunes avec les étages qui augmentent parce que ça permet de gagner de la place en hauteur. Il y a ça, la favela, on va dire, c'est coloré. Donc après, il y a les gens qui sont très pauvres, qui ont vraiment leur maison en planche et en carton. Ils n'ont pas l'eau courante, c'est la terre battue, etc. Après, il y a des personnes qui sont un peu moins pauvres, on va dire. Plus riches, ce serait difficile de dire plus riches, mais un peu moins pauvres, qui peuvent s'acheter des parpaings et qui donc peuvent remplacer leur planche et leur carton par du parpaing. Ensuite, on a les encore moins pauvres qui peuvent peindre leur maison. Donc, quand ils arrivent à peindre leur maison, ils la peignent de plein de couleurs différentes. Donc, ça, c'est hyper joyeux. Donc, on a du jaune, du rouge, du vert, du bleu, mais alors tout ce qui est pétant. Voilà. Et alors, l'étape ultime, c'est quand on arrive à carreler sa maison. Et quand on arrive à carreler sa maison, là, c'est qu'effectivement, on passe quand même dans une catégorie un peu... Là, pour le coup, on peut commencer à dire un petit peu plus riche. Il y a quelques rues qui sont goudronnées, mais pas la majorité. La majorité des rues, elles sont encore en terre battue ou à moitié goudronnées, à moitié terre battue. Et au Brésil, au-delà des couleurs, il y a le bruit et les odeurs. Voilà. Donc il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'odeurs parce qu'il fait chaud, donc les poubelles sentent pas toujours très bon. Même si on a eu de la chance, les éboueurs passent tous les jours. Ça a été mis en place par Lula quand il était président il y a quelques années. Et puis les Brésiliens, comme tout le monde le sait, ils adorent faire la fête. Et donc, il y a énormément de bruit au Brésil. Et ça a été quelque chose d'assez difficile pour nous. Le week-end, on ne pouvait pas s'entendre dans la maison parce qu'ils mettaient ce qu'ils appellent carro de som. C'est les voitures avec les enceintes dans le coffre et ils commencent à mettre de la musique à fond avec des basses à fond et toute la maison résonne. Et c'était compliqué pour nous. Le week-end du vendredi soir au lundi matin, c'était assez compliqué. Nos enfants étaient petits puisque Sixtine avait 2 ans et demi au départ et Aubin donc 9 mois. Donc Sixtine tout de suite a pu aller à l'école. Donc non pas une école du quartier parce que là ces écoles-là étaient vraiment dans des maisons, hein, donc avec un encadrement qui était quasiment inexistant. Donc on a eu la chance de pouvoir bénéficier d'une bourse qui nous a permis de l'envoyer dans une école privée qui était pas très loin de là. Et donc très très vite, elle a pu faire sa rentrée dans une école au Brésil. Et concernant Aubin, donc là, nous avons fait appel à une nounou que nous avons employée et qui venait tous les jours à la maison garder Aubin alors que nous allions travailler. Elle gardait aussi Sixtine le matin parce qu'au Brésil, les enfants vont à l'école en fait soit la matinée, soit l'après-midi. Notre nounou s'appelait Luciana et il y avait elle-même 2 jeunes enfants de l'âge de Sixtine et Aubin, donc une petite fille et un petit garçon. Et donc, elle venait tous les jours de semaine garder nos enfants à la maison et elle venait avec ses propres enfants. Après, nous, on a tendance à faire facilement confiance, donc elle nous avait vite demandé si elle pouvait les emmener se promener, les emmener chez elle, etc. Vu qu'on était dans une toute petite, sur un tout petit territoire qui faisait qu'1 km², on lui a dit OK, qu'il n'y avait pas de problème, elle pouvait faire des allers-retours. C'est elle qui venait le matin, elle restait un petit peu à la maison et puis ensuite elle partait se promener, elle partait chez elle et puis elle revenait le midi parce que nous on rentrait à la maison le midi. Donc elle revenait le midi pour nous déposer, enfin où elle était là quand on rentrait le midi.
Donc le midi, nous, on le passait le midi avec nos enfants. Elle repartait déjeuner chez elle. Sixtine ensuite partait à l'école. Et puis Luciana revenait chercher Aubin. Donc soit s'il dormait déjà, elle attendait qu'il finisse sa sieste, soit elle l'emmenait faire la sieste chez elle. Mais voilà, elle était assez libre de ses mouvements tant que nos enfants avaient l'air d'être contents, étaient bien, qu'ils n'étaient pas maltraités. Pour nous, tout allait bien, il n'y avait pas de soucis. Et puis le soir, on rentrait du travail vers 5h30, 6h. Donc voilà, elle repartait au moment où on rentrait du travail. Et au bout de quelques semaines, nous avons vécu avec Luciana un épisode qui nous a beaucoup marqué, puisqu'on parlait pas encore très bien portugais à l'époque. Et ça faisait quelques jours qu'on avait l'impression qu'il y avait des billets qui disparaissaient de notre cachette, puisqu'on avait une petite cachette dans la maison où on mettait les billets correspondant à notre indemnité. Et voilà, ça faisait quelques jours qu'on avait vraiment le sentiment que des billets disparaissaient. Et donc on s'est décidé un jour, étant donné que à part nous, il y avait que notre nounou Luciana qui venait à la maison, on a décidé un matin de lui tendre un petit piège. C'est-à-dire que le matin, on a vérifié tous les deux à plusieurs reprises combien il y avait de billets dans notre fameuse cachette pour être certain à deux de savoir précisément combien on avait laissé d'argent. Et on s'est dit que en fin de matinée, lorsqu'on reviendrait du travail pour déjeuner avec les enfants, on recompterait le nombre de billets dans la cachette, en espérant bien entendu qu'il n'en manque pas. Et bingo, il en manquait un. Donc ce qui est venu confirmer pour nous le fait que ça faisait certainement quelques jours que Luciana avait pris pour habitude de nous dérober de l'argent, mais intelligemment, non pas l'intégralité de la cachette, mais un billet par-ci, par-là. Donc tout de suite, avec notre portugais un peu brinque-ballant, on lui a dit que qu'on était certain, qu'on avait la certitude, parce qu'on lui avait tendu un piège, qu'elle nous avait volé un petit billet. Et donc elle a nié. Elle a même orienté la culpabilité envers une autre paroissienne qui serait passée ce jour-là à la maison, comme par hasard. Cette autre paroissienne, donc avec qui nous travaillions au centre par ailleurs, donc on lui en a parlé et donc elle a tout à fait nié et nous avions pour le coup une confiance complètement aveugle en cette femme. Donc voilà, donc tout ça pour nous c'est venu confirmer que c'était certainement Luciana. Donc il nous a fallu un certain temps. Elle-même s'est dit très très choquée en fait qu'on puisse imaginer qu'elle nous ait volé de l'argent. Donc elle a décidé, nous a demandé si on pouvait lui accorder un peu de temps pour réfléchir, savoir si elle serait prête à continuer à travailler avec nous. En parallèle, on a évidemment tout de suite contacté Fidesco pour leur expliquer le problème. Et Fidesco nous a tout de suite répondu que non, c'était pas possible de continuer à travailler avec cette personne, qu'on devait travailler avec des personnes de confiance. Et donc, ils nous ont demandé de licencier Luciana. Alors bon, nous, on était dans une position qui était un peu difficile parce que oui, on avait tendu un piège. Oui, on était sûr que c'était Luciana, mais on n'en avait pas la preuve exacte. Et puis elle voulait pas reconnaître. Il faut savoir que les Brésiliens sont hyper orgueilleux, donc je pense que pour elle, c'était trop dur de reconnaître son erreur et sa faute. Et donc, on a pris effectivement chacun un temps de réflexion. Elle, de son côté, pour savoir si elle voulait continuer à travailler avec des gens qui l'avaient offensée, entre guillemets. Et puis nous, surtout, pour savoir si on était prêt à confier nos enfants à quelqu'un en qui on n'était pas forcément tout à fait sûr d'avoir confiance. Donc, on a réfléchi. On a prié. Il faut savoir aussi que notre partenaire sur place nous a dit la même chose que Fidesco. Nous a dit non, mais vous pouvez pas continuer à travailler avec elle, c'est pas possible. Là où on était embêté, c'est que si on l'a licenciée, on voyait pas bien à qui on allait confier nos enfants, donc c'était pas facile. Et puis on a décidé de confier ça au Seigneur, voilà, qui était peut-être la meilleure personne à qui on pouvait le confier, lui dire écoute Seigneur, voilà, on a cette difficulté. On te le confie et puis aide-nous à discerner sur la meilleure chose à faire. Et donc nous avons reçu à nouveau Luciana quelques jours après et on lui a fait part de notre décision, donc qui était de la maintenir à son poste, tout en lui indiquant que qu'on était persuadé que c'était elle qui nous avait volé,
et que on serait très vigilant à l'avenir si elle décidait elle aussi de continuer à venir chez nous. Et cet échange a été pour nous très émouvant parce que donc elle a accepté de continuer et on a confié ce moment, cette décision commune au Seigneur en disant le Notre Père, mais chacun dans notre langue parce qu'on parlait pas encore bien portugais. Et lorsque dans la prière on dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, cette prière que je récitais depuis que je suis tout petit a pris tout son sens et est venue pour moi confirmer le fait qu'on avait pris la bonne décision. Et on l'a jamais regretté puisque donc Lucena continue à venir s'occuper de nos enfants. Et puis je crois aussi que ça a été pour elle un beau témoignage d'une famille catholique qui est prête à pardonner et à voir au-delà du mal que la personne a pu faire à un moment donné. Et finalement, on a décidé de continuer à confier nos enfants à Luciana et elle s'en est super bien occupée. Les enfants étaient hyper contents avec elle et effectivement, on n'a pas regretté notre décision. Moi, ce qui me reste le plus de cette mission, en fait, c'est la simplicité au quotidien. Vraiment un exemple tout bête, mais que je prends régulièrement, c'est qu'avant de partir en mission, lorsqu'on voulait recevoir des amis, on se sentait obligé de mettre les petits plats dans les grands, ce qui fait que on recevait pas tant de monde que ça, parce que ça demandait beaucoup de préparation. Et qui dit petits plats dans les grands dit aussi cuisine. Alors ça, c'était pas moi en l'occurrence, mais ça demandait beaucoup de travail après aussi. Et du coup, voilà, ces moments étaient assez rares. Et puis, on s'est rendu compte que, si on voulait passer de beaux moments avec notre entourage, une des conditions, pour nous en tout cas, c'était de pouvoir être beaucoup plus simple dans l'accueil qu'on pouvait faire. Donc ne pas hésiter à faire des repas simples, à ne pas forcément sortir la grande vaisselle. Et puis ça rend les choses beaucoup plus simples et beaucoup plus conviviales aussi. Parce que du coup, on passe moins de temps à la cuisine, on passe plus de temps avec les personnes qu'on accueille. Voilà. Un des fruits de la mission, c'est vraiment cette simplicité au quotidien. Là, l'exemple du repas, on va dire que c'est la simplicité ramenée à notre réalité en France. Dans la favela, ils cuisinaient beaucoup pour nous quand même, mais c'était pas la grande vaisselle, ça c'est certain. Mais il y avait vraiment cette notion de partage. Rien que le fait de cuisiner en notre présence, quand on venait, souvent la cuisine n'était pas terminée. Zou, dont on a parlé, il terminait de cuisiner en notre présence, en toute simplicité. Nous, on donnait un coup de main. Voilà, il n'y avait pas cet impératif à ce que, lorsque la personne sonne, après avoir respecté le quart d'heure de politesse, que la table soit bien mise avec les petites bougies, etc. Là, on rentrait, on était accueillis par des cris de joie, les aboiements du chien, et puis on passait un super moment. Guillaume vient d'évoquer la joie. Moi, c'est un fruit de la mission, c'est vraiment la joie de ce peuple et que j'essaye maintenant d'avoir aussi. Ils ont tous des vies difficiles. Dans chaque famille, il y a au moins quelqu'un qui a passé un séjour en prison parce qu'il a trafiqué, au moins, ou une personne qui a été tuée, toujours pour les mêmes raisons, ou une personne qui est alcoolique. Ils ont tous des vies qui sont hyper compliquées, et souvent c'est plusieurs de ces choses à la fois en fait. Et malgré tout, ils sont joyeux. Et ils s'en remettent à Dieu et ils sont dans la confiance. Et moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup impressionnée et j'essaye maintenant de le mettre un petit peu à contribution, de se dire, je ne sais pas de quoi sera fait demain. Vis ta vie aujourd'hui et surtout, sois confiante et sois contente. Ceux qui ont le plus grandi dans la mission, en taille, très probablement, ce sont les enfants. Après, dans la foi et dans l'amour, j'espère que c'est nous tous. Merci Virginie et Guillaume de nous avoir emmenés avec vous en mission au Brésil. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Et pour en savoir plus sur les missions Fidesco, rendez-vous sur nos réseaux ou sur notre site fidesco.fr. Le mois prochain, nous restons en Amérique latine et nous nous dirigeons un peu plus vers le nord, en direction de la Colombie où nous attend Anaël. À bientôt!